Bonjour et bienvenue dans cette masterclass. Salut Corinne. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis Bah, de t'accueillir avec Laurent. avec plaisir. Donc voilà, donc là les gens sont en train de se connecter. Donc ces masterclass, je vous rappelle, hein, sont rediffusées en live sur les réseaux sociaux. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à les consulter en replay sur les différentes plateformes. Donc pour ceux qui vont nous écouter un peu plus tard dans la journée ou dans la semaine ou dans les semaines qui viennent, on se propose effectivement avec Corinne, pour ceux qui ont des questions, sentez-vous libre de nous contacter. Alors, je crois que Corinne, tu partageras tes coordonnées, mais Corinne Lagnès, vous pouvez la retrouver très facilement sur sa plateforme préférée, qui est LinkedIn. Et donc voilà, si vous consultez cette masterclass en replay, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à du coup solliciter Corinne sur LinkedIn directement. Alors on arrive bientôt à la fin de la saison de ces masterclass, parce qu'on en a encore une le mardi prochain où on recevra Laetitia Galussi. Et puis les masterclass reprendront à la rentrée. On est en train de vous concocter tout un programme avec mon acolyte Laurent Hannet à partir du mois de septembre. On va un peu souffler pendant l'été. Et donc je vous rappelle que ces masterclass sont ouvertes au grand public dans le cadre du programme d'accompagnement Croissance pour tous, qui est un programme dédié aux entrepreneurs qui souhaitent du coup mettre en place une stratégie de croissance pour leur activité. Et donc, dans le cadre de ce programme d'accompagnement, il y a ce contenu qui est ouvert où on partage, du coup, avec l'intervention de différents experts, on partage des stratégies, des tactiques, des outils sur tous ces sujets de la vente, du marketing, du digital, de l'IA. Mais également, on a des intervenants, comme ce sera le cas la semaine prochaine, sur le développement personnel. Et donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Corinne. Corinne, on se connaît, on se côtoie, on se connaît depuis déjà un bon bout de temps, donc tu vas Oui, plusieurs pouvoir années. quelques années, voilà, on n'ose plus le dire. Et puis donc j'en profite aussi pour saluer et dire bienvenue à quelques têtes connues, dont mon cher Christophe, qui nous rejoignent dans le Zoom, parce que vous êtes aussi quelques-uns à nous rejoindre dans le Zoom. Alors c'est vrai que l'avantage de venir dans le Zoom, c'est que vous pouvez poser vos questions directement à l'intervenant. Sinon, ma chère Corinne, j'hésiterai pas à relayer les questions, en tout cas à les compiler, à les synthétiser, les questions issues des réseaux sociaux. Mais c'est vrai que venir dans le Zoom vous permet de pouvoir participer directement. Donc oui, donc je te disais Corinne, et on se connaît depuis un bon bout de temps. Donc on a aujourd'hui une masterclass qui est sur, alors je ne sais pas si je dois la mettre dans la catégorie des techniques de vente ou de la posture du patron vendeur. Bon bref, à la rigueur, peu importe, en tout cas sur un sujet qui est très important dans ce monde où capter l'attention devient crucial pour les entrepreneurs, devient crucial pour les marques. On vit dans un monde où on est mais submergé littéralement de contenu. Si vous vous baladez sur un réseau social, enfin bref, vous recevez des emails à n'en plus finir. Et c'est vrai que quand on est une marque, quand on est un entrepreneur, si on souhaite émerger, ne serait-ce que émerger, sortir un petit peu du lot, il faut savoir capter l'attention. Et capter l'attention, c'est tout un art avec notamment cette notion de pitch, hein, de pouvoir accrocher et présenter son activité. Alors, tu vas nous en parler plus longuement, c'est tout le sujet de cette masterclass, hein, comment capter l'attention et convaincre en 2 minutes. En tant qu'entrepreneur, on est tout le temps confronté à ces sujets-là, de devoir convaincre, capter l'attention, et ce sur dans différentes postures. Capter l'attention sur un réseau social, c'est pas la même chose que capter l'attention quand on est face à quelqu'un, et c'est encore différent quand on doit capter l'attention face, par exemple, à un groupe de personnes, ou encore quand on doit pitcher lors d'une soutenance. Donc, il y a plein de moments quand on est entrepreneur, quand on essaye de se mettre en avant, où on est confronté et amené à devoir capter l'attention et convaincre, surtout pour présenter son activité. Et c'est ce qu'on va voir dans cette masterclass avec Corinne. Encore une fois, merci de jouer le jeu et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Tu vas te présenter, mais c'est vrai que chez Exponentiel, tu es spécialisé dans l'accompagnement commercial depuis quelques années maintenant, mais bon,
Je vais te laisser te présenter et puis comme je te l'ai dit en préambule, je ferai un peu l'office de modérateur lors de cette session qui va nous emmener globalement jusqu'à 17h45, 17h50. Il y a peut-être des footix dans l'assistance. On a un match à 18h00. On n'a pas Ah, envie d'être en retard pour le bah coup déjà d'envoi du moi. match. Il y a l'équipe de France qui joue, donc on est derrière l'équipe de France. Donc on a une masterclass où on s'engage à finir avant 18h. Vous ne raterez pas la Marseillaise, c'est promis, pour ceux qui sont en direct avec nous. Et donc je le dis, voilà, si vous nous suivez sur les réseaux, pour ceux qui sont dans le Zoom, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou des remarques. Si vous avez des questions, vous mettez un chat, vous levez la main, et on se fera un plaisir d'interrompre Corinne pour te faire participer. Donc Corinne, c'est à toi. Bienvenue encore une fois. Je te laisse te présenter, et puis ensuite on va pouvoir enchaîner. Merci Olivier. Oui, donc je m'appelle Corinne Lagnès. Je suis de la société Exponentielle, AIX, Exponentielle, puisque pourquoi? Bah, l'objectif d'Exponentielle, c'est d'accompagner les dirigeants d'entreprise pour en fait créer leurs conditions de réussite business et notamment permettre de faire de la croissance de façon exponentielle. Oui, donc effectivement, moi j'interviens sur des domaines aussi bien stratégiques, marketing que commerce, et donc en l'occurrence aujourd'hui sur quelque chose qui pour moi rejoint les trois, parce que je pense que c'est relativement stratégique de pouvoir bien faire émerger nos différences et capter l'attention des personnes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça a forcément des implications commerciales et puis il y a une dimension marketing qui est directement liée à tout ça. Mais je pense que les trois, de toute façon, sont complètement indissociables. Complètement. Alors, je vous propose que je partage mon écran et puis on va démarrer. Voilà. Alors, est-ce que ça se voit? C'est C'est en train bon? d'arriver. Voilà. Et là, on est bon. Ok, c'est parfait. Alors, évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, l'idée, c'est de capter et c'est de convaincre. Convaincre, pas forcément convaincre un client assigné, on va voir, mais c'est convaincre de nous écouter. Donc, capter son attention et surtout son intérêt pour le convaincre de nous écouter. Alors, est-ce que vous avez déjà pitché? Je suppose que oui, dans différentes situations, comme tu l'as dit Olivier tout à l'heure, puisqu'en fait cette notion de pitch, c'est tous les jours, hein, mais pour son business, mais également mais à titre personnel, tout simplement, pour aussi expliquer ce que l'on fait. Et souvent, ce qu'on me rend en retour quand il y a eu des pitchs, c'est oui, j'ai dit à la personne ce que je faisais, et puis quand elle m'a dit qu'est-ce que vous faites? Donc j'ai expliqué ce que je faisais, et puis la personne a dit bon ok, c'est bien, oui, c'est intéressant, puis va voir une autre personne. Après, c'est aussi quand je présente, on voit les gens qui progressivement s'affalent comme ça en nous écoutant parce qu'on fait un pitch qui dure très longtemps et puis on n'a absolument pas capté leur intérêt. Enfin bref, quel que soit le contexte, c'est pas facile du tout. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas facile? Bien, d'abord parce qu'on est tout simplement dans un environnement sous contrainte. Les interlocuteurs, quelle que soit la façon dont on s'adresse à eux, que ce soit par email, par LinkedIn, en face à face, par téléphone, comme tu disais tout à l'heure, sur une scène ou devant un pitch global devant plein de personnes, eh bien, toutes ces personnes sont dans un environnement sous contrainte. En général, nos interlocuteurs ont accès déjà à beaucoup d'informations sur le net et sont sursollicités en permanence par différentes actions marketing et commerciales. Donc finalement, ils sont déjà en mode défense, ils sont en mode qu'est-ce qu'on va me vendre encore? C'est pas possible. Donc il se trouve que c'est difficile de capter leur attention dans ce contexte-là. Et ça va vraiment nécessiter de sortir du lot pour qu'on ne fasse pas partie de cette masse qui les assaille, mais que finalement ils disent, tiens, lui, il est différent. Et le fait de se dire, tiens, il est différent, il n'arrive pas comme d'habitude, on se pose 2 minutes la question et on regarde un peu mieux. Il faut savoir que nos interlocuteurs n'ont pas de temps. Je pense que c'est quelque chose que vous comprenez bien parce que je pense que vous-même, vous êtes les premiers à être dans le speed en permanence, à être sollicités en permanence. Et donc, vous n'avez pas de temps à perdre, à passer du temps, à essayer de comprendre ce que la personne, à passer un quart d'heure à l'écouter avant de commencer à comprendre ce qu'elle fait.
Donc, il faut aller très, très vite. Vous n'avez pas le temps d'expliquer à la personne en détail ce que vous faites. Et puis, une autre donnée qui n'est pas toujours connue, c'est que la capacité de concentration de l'homme, alors avec un grand H, hein, messieurs, ça ne vous est pas réservé, nous aussi, les femmes, nous avons à peu près les mêmes critères. Si on n'a pas un intérêt particulier sur le sujet qu'on nous présente, quel qu'il soit, et a priori c'est le cas quand on ne nous connaît pas, la capacité de concentration de l'être humain est de 8 secondes maximum. Autant vous dire que c'est très peu. Et ça, vous ne vous en rendez pas compte. C'est-à-dire tout de suite, votre cerveau, il part ailleurs. Il n'écoute plus. Donc, il va falloir ne pas atteindre ces 8 secondes, mais intéresser la personne en 5 secondes. Vous voyez un petit peu le challenge. Et c'est là qu'on commence à parler du pitch et de l'intérêt du pitch. Alors, souvent, on parle du pitch sans préciser. Et en fait, il y a deux grandes familles de pitch. Il y a le pitch elevator qui consiste à se présenter en 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes. Et puis le fameux pitch deck qui, lui, est plus important. Ça peut être 10, 15, 20 minutes selon le cas. Et c'est plus fait déjà pour rentrer dans le détail et c'est notamment souvent utilisé quand on fait des présentations aux investisseurs. Là, en l'occurrence, on va parler du pitch elevator. Pourquoi pitch elevator? Parce qu'en fait, c'est le discours que vous devez faire pour capter l'attention d'une personne le temps d'une montée en ascenseur. Elevator voulant dire ascenseur en anglais. C'est Donc, encore autant les vous dire... Américains qui nous ont inventé le truc, quoi. Comme d'habitude. Oh, mais je suis sûre que nous, on le faisait, mais sans lui avoir donné de nom. Tu sais, souvent, c'est ça. Hein. Alors, le pitch elevator, c'est quoi? Eh bien, souvent, on dit c'est présenter à notre interlocuteur soit notre société, soit notre projet, soit notre activité, suivant ce qu'on veut passer comme message, en 30 secondes à 1 minute 30 pour qu'il comprenne ce que nous faisons. D'accord? Souvent, on nous explique ça. Alors là, quand on voit ça, on se dit, bon, fastoche, parce que si je dois présenter ce que je fais et qu'ils comprennent ce que je fais, c'est facile. Moi, je connais tellement bien ce que je fais, je suis quand même l'expert de ce que je fais. Donc, il n'y a pas de problème, je connais bien. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça ne marche pas du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Soit les gens ne captent pas, soit ne comprennent pas, soit ne sont pas intéressés. Et pourtant, on a fait quelque chose de court et de clair sur ce qu'on fait. Mais ça n'accroche pas plus que ça leur attention. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, c'est que le pitch elevator, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a dit. Ce n'est pas présenter à votre interlocuteur votre société, votre projet, votre activité dans un temps réduit pour qu'il comprenne ce que vous faites. Permettez-moi de le dire de façon un peu crue, mais la personne qui est en face de vous, elle s'en fout un petit peu de ce que vous faites. Elle s'intéresse par politesse, d'accord? Donc, en fait, il ne s'agit pas de présenter à votre interlocuteur ce que vous faites, mais il s'agit de capter l'intérêt de votre interlocuteur pour qu'il comprenne ce que vous lui apportez. C'est-à-dire que quand vous parlez à quelqu'un, il ne faut pas parler de vous, il faut parler de l'autre. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué de présenter ce que je fais en parlant de l'autre. Eh bien, c'est là qu'est tout l'art du pitch. C'est-à-dire que vous allez présenter ce que vous faites, mais pas au sens fonctionnel, pas au sens technique, mais au sens voilà mon métier et voilà ce que je vous apporte à vous, client, en tant que métier. Donc, on ne parle pas de son offre, on parle seulement de la valeur ajoutée qu'on apporte. Cette valeur ajoutée, c'est quoi? Eh ben, c'est le problème qu'on va lui résoudre, c'est ce qui l'empêche de dormir, c'est ce qu'il a toujours rêvé et qu'il ne pensait pas qu'on pouvait lui proposer. C'est aussi ce qu'on appelle, dans notre jargon à nous les commerciaux, la douleur client. C'est là où il a bobo. Allô, bobo, moi docteur, moi, je peux trouver la solution. Par exemple, imaginons que vous vendez un logiciel de gestion client, un CRM par exemple. Souvent, quelqu'un qui va venir parler de ce qu'il fait va vous dire, bah, nous, on vend un logiciel qui fait, en plus avec ce logiciel, on peut faire des fiches clients très complètes, détaillées, personnalisables, on peut faire des recherches multicritères, enfin, on présente tous les avantages du logiciel. Ce qui est tout à fait normal, somme toute, puisque on veut montrer que ce logiciel, il est top, c'est notre bébé, il est génial, on l'a super bien pensé et il peut tout faire. Et on essaye de convaincre la personne qu'il peut tout faire et de lui faire partager finalement notre engouement pour ce produit. Eh bien, en fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est plutôt de dire, moi, j'ai un logiciel de gestion client
et je vais vous permettre d'augmenter le nombre de demandes entrantes que vous recevez. Je vais augmenter votre taux de signature. Je vais augmenter votre visibilité sur le marché, ou bien je vais réduire vos coûts, ou je vais améliorer l'activité, ou je vais vous permettre de maîtriser les informations stratégiques en temps réel, etc., etc. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais d'un côté, c'est les fonctionnalités, ce que fait le produit. De l'autre côté, c'est ce que le produit va apporter dans la vie et dans le business de votre client. On est vraiment dans la valeur ajoutée. On ne parle pas de l'offre, on parle de ce qu'on va lui apporter. C'est exactement ce que font les politiques, en fait. Ils ne nous expliquent pas comment ils vont financer leurs dépenses. Par contre, ils nous font rêver Ouais, avec mais l'économie. Combat alors avec l'économie. une grosse Je rigole. différence. Ouais, ouais, non, C'est un mais lien en avec plus, l'actualité. exactement, mais avec une grosse différence et que j'invite à tout le monde à bien respecter, on ne ment jamais aux Ah, clients. Ce d'accord. qu'on annonce, on le fait. Et je dirais même que dès qu'on l'annonce, on doit même être capable de donner des preuves, on va dire, c'est-à-dire qu'on peut avancer des chiffres, on peut avancer des témoignages, on peut donner des coordonnées pour que notre prospect contacte un de nos clients et vérifie que ce que l'on dit, c'est vrai. De toute façon, en commerce, il ne faut jamais mentir. Sinon, de toute façon, ça se sait et ça se retournera contre vous. Donc, C'est ne pour ça qu'on jamais ne croit mentir. plus alors. Et puis, J'ai de toute façon, il n'y a compris. pas de honte à dire non, qu'on ne fait pas quelque chose vis-à-vis d'un client. Au contraire, il appréciera, vous êtes honnête avec lui, donc il vous fera confiance. Alors concrètement, par exemple, un pitch pour un client, ça ne serait pas lui présenter les fonctionnalités de votre logiciel, mais plutôt tous les gains qu'il aurait en matière de productivité, de rapidité, tous les impacts. En fait, c'est l'exemple que je vous ai donné avant. Si vous faites un pitch à un investisseur, l'investisseur, c'est pareil. Dans un premier temps, quand vous en êtes au stade de pitch, après, quand il rentre dans le détail, ça sera différent. Mais dans un premier temps, pour accrocher votre investisseur et lui donner envie de vous rencontrer et de poursuivre un petit peu l'analyse avec vous, n'allez pas lui parler de ce que fait votre produit. Allez plutôt parler de ce que votre produit va résoudre sur le marché, va apporter à vos clients et de ce fait, vous allez lui montrer les perspectives de votre business. Et donc, pour lui, ce que ça va lui apporter. Si vous recevez un candidat, aujourd'hui, on sait très bien qu'en matière de pénurie de ressources humaines, on a un vrai problème aussi. Donc, bien sûr, vous allez parler de votre entreprise, vos produits, etc. Mais que veut entendre le candidat? Il veut être sûr qu'il va se sentir bien chez vous, que ce que vous faites, c'est en adéquation avec ce qu'il a envie, avec le sens qu'il veut donner, avec son projet professionnel, etc. Donc, il ne faut surtout pas occulter cette phase. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? Alors, 4 phases. 1, on se présente à minima. Bonjour, je suis Corinne Agnès de Exponentiel. Pas plus. Ensuite, il va falloir capter l'attention de votre interlocuteur. Et là, c'est à ce moment-là qu'il va falloir évoquer la valeur ajoutée que vous apportez avec votre offre. Donc, typiquement, ce dont je vous ai parlé juste avant. Et puis ensuite, là, on a juste capté l'attention. Ça ne veut pas dire qu'il est intéressé. Il dit, ah ouais, tiens, ils font ça, voilà. Et après, il faut aller démontrer que cette valeur ajoutée que vous proposez est plus forte qu'ailleurs, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez une vraie différence par rapport à d'autres qui diraient faire la même chose. Oui, bien sûr, c'est un produit, c'est un CRM, mais le vôtre, il ne fait pas du tout la même chose que les autres et surtout, il ne vous apporte pas la même chose. Et enfin, quand il a remarqué qu'il aurait un vrai intérêt, mais vous n'avez pas présenté l'offre, vous lui avez juste dit, voilà ce que vous allez avoir, voilà ce que ça va vous apporter. Eh bien là, je fais mon rôle de méchant, je frustre mon client. Pourquoi? Parce que si vous lui donnez toutes les infos, jamais il vous demandera de lui expliquer, jamais il créera le lien avec vous et jamais il va initier cet échange avec vous. Et le but, quand vous faites un pitch, c'est de démarrer cet échange avec la personne. Et après, dès qu'on démarre l'échange, bah là, hop, le naturel revient au galop, on y va, on connaît son sujet, il n'y a pas de problème, mais on a fait tomber la barrière qu'il y avait entre nous. Donc, il faut le frustrer un petit peu comme une bande-annonce. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'aller voir un film si vous avez vu une bande-annonce qui, bien sûr, vous intéresse, mais qui vous raconte le film et la fin du film? Vous n'avez plus besoin d'y aller. Vous avez tout.
Ben là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut lui donner envie, lui montrer qu'il aurait un intérêt à vous écouter, sur des choses vraies, bien sûr, et à ce moment-là, ne pas les donner ces choses. Et attendre que lui, en se sentant frustré, il a besoin de voir la suite. Vous savez, comme les épisodes, là, on arrive à la fin, c'est toujours le moment le plus crucial. Ah mince, 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 je ne sais pas la suite, quoi. Ben là, c'est ça. Et donc, la personne va se retourner en se disant, mais comment ça, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous faites, etc. Et à ce moment-là, ça y est, la barrière est tombée, vous avez initié le dialogue avec lui, et là, vous pouvez parler comme d'habitude et présenter votre offre. Donc là, vous avez complètement capté son intérêt et il est prêt à vous écouter, il est prêt à vous accorder du temps et en plus, il va vous faire preuve d'attention, ce qui est très important. Alors, tout ça, vous me direz, OK, mais il y a quand même des petits points de vigilance, notamment sur 2 points. Le deuxième, capter l'attention, je vous ai parlé de valeur ajoutée que vous apportez. Pour pouvoir lui en parler, ça veut dire, bien sûr, qu'il faut que vous ayez identifié en amont, vous, cette valeur ajoutée que vous pouvez apporter. Donc, il y a tout un travail à la fois marketing et commercial à faire à l'origine qui consiste à dire, par exemple, si je m'adresse à une cible client qui est un directeur commercial d'une société, je sais que ce directeur, lui, s'il cherche un CRM, c'est qu'il a il a telle douleur dans son business dont il a besoin et je vais aller l'identifier avant. Et à chaque fois que je vais parler à un directeur commercial, je vais avancer ça. Si je parle à un dirigeant d'entreprise, les besoins vont peut-être être différents en matière de valeur ajoutée. Donc, je vais aller identifier la valeur ajoutée que le dirigeant, de par son rôle de dirigeant, attend de mon offre, etc., etc. Et puis, il y a le cas où on ne sait pas à qui on parle. On ne sait pas si c'est un directeur commercial, si c'est un dirigeant, si c'est un autre. Donc, comment on fait dans ce cas-là? Comment on parle de la valeur ajoutée pour bien tomber dessus? Eh bien, on imagine une valeur ajoutée qui est suffisamment généraliste pour répondre à ce que recherche une entreprise en général. Mais on reste toujours dans le principe de valeur ajoutée et pas de fonctionnalité ou d'offre. Ensuite, il va falloir capter l'intérêt. Eh bien là, ça veut dire que vous avez de la valeur ajoutée, mais vos concurrents aussi. Donc, il va falloir aller identifier vos différences par rapport à ces concurrents qui font que vous allez apporter une valeur ajoutée plus forte, meilleure ou plus simple à avoir plus rapidement à votre client. Donc ça, c'est vraiment les 2 points sur lesquels il faut travailler en amont. Alors, ça demande un petit peu de jus de cerveau, un petit peu de temps, d'accord? Mais c'est hyper important, puis vous avez à le faire une fois. C'est-à-dire que vous ne le faites pas à chaque interlocuteur, vous le faites une fois. Après, vous le savez que dès que vous rencontrez quelqu'un, vous allez parler de ça. Mais c'est hyper efficace. Alors, par ailleurs, pour être efficace, le pitch doit être court, pas 10 minutes. Il ne doit pas être technique, parce que c'est vous l'expert technique, d'accord? Si le client il vous demande ce que vous faites, c'est parce que lui, il ne sait pas faire. Donc, si vous lui expliquez dans sa technicité, dans votre technicité, il ne va pas mieux comprendre. Il faut être clair et compréhensible, parce que comme c'est sur un temps court, il faut qu'il comprenne très vite. Il ne faut pas qu'il y ait d'interprétation possible. Il doit être mémorisable, parce qu'il doit s'en rappeler pour le rattacher à votre marque, le rattacher à votre entreprise. Et il doit bien sûr être différenciant, comme on disait tout à l'heure, pour sortir du lot. Il ne doit surtout pas être centré sur vous, mais ça, je pense que vous l'avez bien compris depuis le départ. Il ne doit pas utiliser un vocabulaire flou, universel ou subjectif. Typiquement, par exemple, alors dans certains cas, on ne peut pas utiliser d'autres mots, mais des fois, je vois un petit peu des abus autour du mot optimiser. C'est hyper subjectif, optimiser. Ce qui est optimisé pour vous ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc, en fait, la personne ne sait pas réellement ce qu'elle va avoir derrière le mot optimiser. Ou alors de dire « je travaille dans le bien-être ». Ça aussi, c'est flou parce que tout le monde travaille dans le bien-être aujourd'hui. Moi, le bien-être, alors je ne sais pas vous, hein, mais moi, le bien-être, il commence si le soir, je mets des petites bougies au bord de la piscine ou dans ma baignoire, etc. Ça suffit. Mais le bien-être, ça peut être aussi des choses beaucoup plus larges. Donc, quand on dit « je travaille dans le bien-être », ben, ça ne veut rien dire. La personne en face ne sait pas du tout ce que vous faites. Et surtout, il ne faut pas tout raconter. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut arriver à se retenir, même si on est passionné par ce qu'on fait et qu'on a envie
de prouver à la terre entière que ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a de plus génial, eh bien, il faut se retenir. C'est pour mieux signer après mon enfant, comme dirait le loup. Alors, je vais vous donner deux petits exemples. Le premier, ce serait par exemple un vendeur de canapé. Donc, chez XX, ah, pardon, j'ai mis deux fois nous. Bon, on en enlèvera un. Nous avons imaginé et conçu des canapés très spéciaux qui préservent le dos, mais aussi tout le corps et même le moral. En effet, aujourd'hui, 25% des personnes avouent ressentir des douleurs après 3 ans d'utilisation de leur canapé. Une tendance qui a pris de l'ampleur, en plus avec la hausse du travail. Peut-être d'ailleurs vous est-il vous-même arrivé de sentir une gêne. Donc là, vous commencez déjà à essayer de faire tomber la barrière avec la personne en la faisant intervenir. Et il y a de fortes chances qu'elle réponde oui. Et ensuite, eh bien nous estimons que confort et bien-être doivent aller de pair, car on veut du bien et du beau. Et c'est ce que nous sommes parvenus à faire. Et là, normalement, alors je ne dis pas que c'est dans 100% des cas, mais dans la majorité des cas, les personnes vont me dire, mais le dos, à la rigueur, le corps, je comprends, mais le moral, là, je ne comprends pas en quoi le moral. Et donc là, ils vous demandent. Ça y est, la barrière est tombée. Après, vous allez expliquer que vous avez des canapés, vous avez fait un tel design avec le confort, vous avez réussi à rejoindre les deux, etc., etc. Mais après, c'est à vous de jouer votre rôle. La barrière est tombée, vous avez créé la relation, vous avez créé le lien. Le deuxième exemple, c'est l'exemple d'une ESN. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est une ESN. C'est une entreprise de services numériques. Avant, ça s'appelait des SS2I, si certains connaissent cet ancien terme. En fait, une ESN met à disposition des ressources d'ingénieurs informatiques auprès de ses clients qui, au lieu d'embaucher, vont finalement prendre pour 1 an, 2 ans, 3 ans des salariés de cette ESN. Et l'ESN va facturer ce client. Eh bien là, ça pourrait être, par exemple, son pitch, grâce à une démarche spécifique mise en place par ses dirigeants. XXX est une ESN capable de mettre à disposition les meilleurs profils du marché jusqu'aux compétences les plus rares, avec une réactivité déclarée très supérieure au marché par nos clients. Certains d'entre eux ont même sauvé la rentabilité de leur projet grâce à ça. Vous voyez que là, on ne parle pas qu'ils ont des ingénieurs en Python, qu'ils ont des ingénieurs en IA, qu'ils ont... Par contre, on leur dit on a des profils rares et on a une méthode hyper spéciale pour qu'on vous trouve pile poil celui qui va en peu de temps. Et d'ailleurs, cette méthode, quelque part, elle est reconnue puisque nos clients eux-mêmes nous ont dit que, même si nos concurrents sont bons aussi, pour la plupart d'entre eux, on est meilleurs. Là, ce n'est même pas l'entreprise qui le dit, c'est ses propres clients. D'accord? Avec même un impact, puisqu'on cite que certains d'entre eux ont sauvé la rentabilité de leur projet grâce à ça. Quelque part, alors après, vous n'êtes peut-être pas convaincu, je ne sais pas, mais personnellement, je pense qu'il y a une vraie différence avec l'accroche traditionnelle qui consiste à dire ben, XXX, on est une ESN et on met à disposition Clairement. des profils Bien sûr. d'ingé, quoi. Bien sûr. Mmh. Non, puis là, les deux, Voilà. je trouve que le point commun entre les deux pitchs que tu nous présentes, c'est tu suscites la curiosité. Tu as envie d'en savoir plus. C'est le but, puisqu'en fait, c'est quoi qui est dur? C'est de casser cette barrière, c'est que Eh cette oui. personne accepte de parler avec vous. Donc, c'est vraiment la technique pour arriver à la casser, cette barrière. Et c'est pour ça que j'aime bien finir, moi, sur cette citation. C'est une citation que j'aime beaucoup utiliser parce que, bah, d'abord, ça me correspond tellement et puis je trouve que c'est ma mission au quotidien. Que le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur. Donc, c'est un philosophe bien français qui a dit ça. Et je trouve que c'est tellement vrai parce que finalement, en abordant le pitch de cette façon-là, vous n'êtes pas là pour dire moi je, moi je, moi je, moi je, mais de dire vous allez avoir ça, vous allez avoir ça et regardez toute la valeur que vous allez avoir. Donc, vous êtes en train de leur démontrer toute la richesse que vous allez leur apporter parce qu'ils l'ont, mais grâce à vous, ils vont pouvoir la libérer et la mettre en avant. Voilà, maintenant je ne sais pas si je vous ai convaincu.
Je peux répondre aussi à vos questions ou aux tiennes, si tu veux. Oui, Que Christophe. parmi ceux qui sont dans le Zoom, là, j'ai Christophe, Yes. il lève la main. Bah, vas-y, vas-y, Vous Christophe. m'entendez? Très bien. Oui, 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 oui. Bien, merci Corinne pour ce texte posé très clair et très très bien. Alors moi j'ai une question. Justement, je vais parler de moi là, donc je fais l'inverse du pitch. Alors, je suis pas en pitch. Non, mais là, Moi, c'est normal. Tu es là pour parler de toi. oui, donc, c'est une boutade. Donc en fait, moi je suis en reconversion. Olivier le sait. J'ai été dans le monde bancaire pendant plus de 30 ans, mais je suis un compositeur de musique depuis toujours. Donc là, je me lance à un âge un peu tardif, mais quand même dans une activité où je n'ai pas de réseau, où je n'ai pas trop les codes. Hmm. Je suis un compositeur de musique Hmm. alimentaire, on va dire compositeur de documentaires et de musique de film, pour simplifier. Il m'arrive de décrocher des speed meetings lors des festivals avec des producteurs ou des superviseurs musicaux, etc. Et c'est quand même sur des durées courtes, c'est 10 minutes ou 20 minutes. Et donc, tout l'intérêt du pitch m'intéresse fortement dans ce cadre-là. Par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est très très clair. Moi, je me pose une question. Ça, c'est bien lorsqu'on a un peu de background et de l'expérience, c'est déjà quelque chose de dire, voilà ce que je sais faire, etc. On se sent compétent de faire quelque chose, mais on n'a pas encore de background, on n'a pas d'expérience pour dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Est-ce qu'on peut quand même pitcher quelque part sans expérience pour argumenter, pour dire, voilà la différence que je peux vous apporter. Et sur quoi on se base pour ça à ce moment-là? Alors, c'est tout à fait possible et je dirais que même le pitch, de la façon dont je l'ai présenté, s'y prête d'autant mieux aux ambitions classiques quand justement on n'a pas derrière soi forcément beaucoup de références. Pourquoi? Puisque là, on n'est pas centré sur soi, on est centré sur le client. Donc, à partir du moment où on identifie ce dont a besoin le client, mais pas a besoin en termes d'offres et de solutions, mais ce dont a besoin en termes de création de valeur, en termes de plus au niveau de son business, c'est de lui qu'on va parler. C'est pas de soi. Alors Ok, forcément, on va parler un petit peu de soi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on d'accord. n'est pas obligé de demander de notre savoir à 300%. On va d'abord lui capter son attention par rapport à ce qu'il veut. Alors oui, là par contre, des fois le manque d'expérience peut rendre plus difficile cette tâche-là parce qu'on n'a pas assez de recul sur le monde qu'on veut cibler. Peut-être qu'on ne connaît pas aussi bien quand on y est depuis 1 an ou 2 ans que quand on y est depuis 20 ans. Ouais. Mais ça se travaille, il y a des études de marché, il y a des tas de choses où on peut aller rechercher des choses. Euh, mais du coup, tu as moins à confirmer, toi, ce que tu as fait que à confirmer ce que tu peux Je apporter. pourrais Et faire. après, on peut le faire au moyen de compétences qui sont, je dirais, transposables. C'est-à-dire que peut-être que dans le monde bancaire, il y a eu des valeurs, il y a eu des compétences qui finalement sont totalement transposables, peut-être de la créativité, peut-être de la structure, peut-être de l'animation d'équipe, je ne sais pas. Il y a peut-être certainement plein de choses qui ont été faites et qui peuvent être transposables à l'activité du client et qui montrent que, alors typiquement, par exemple, moi j'avais un, un chercheur, un chercheur à l'université d'Aix-Marseille qui a monté sa start-up en tant que spin-off de l'université. Et il a créé des choses autour des films, justement. Et en tant que, pourtant, chercheur, enseignant-chercheur à l'université, euh, il avait la casquette également de directeur artistique, puisqu'il faisait du théâtre, il faisait plein de choses à côté. Ben, il a complètement utilisé ça. Pourtant, il avait zéro référence dans la société qu'il crée, mais il a mis en avant qu'il avait 25 ans de direction artistique derrière lui et que comme son projet nécessitait de la vraie créativité et du savoir-faire artistique, il a mis ça en œuvre, même s'il avait zéro expérience concrète dans le domaine pile-poil de son activité. Donc ça se travaille. On peut chercher, on peut trouver des choses, tant qu'elles sont vraies. Tout à fait. Ben, merci. C'est une réponse intéressante et Christophe, est-ce que tu veux nous partager ton pitch?
Ah non, 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 je suis pas prêt, mon Dieu. C'est trop frais, Comment ça, là. t'es pas prêt? Je suis Tu es trop, prêt, là, en oui. direct live, c'est trop près. C'est trop frais pour moi. Tu es prêt naturellement. Tu es tellement passionné par ce que tu fais. Ouais, mais là, j'ai besoin de construire, moi. Je suis pas dans l'improvisation, pas encore. Parce que je pense que pour improviser, il faut, d'une certaine manière, être préparé aussi. C'est Alors, une autre manière. ouais, mais il faut savoir que, par exemple, dans le commerce, souvent on dit le commercial, il faut qu'il ait de la tchatch. S'il a de la tchatch, il s'en sort. Ben, il s'en sort pas. Non, ça, c'est pas les vrais commerciaux. C'est ce que j'appelle, entre guillemets, les vendeurs de foire. D'accord? Ceux que vous voyez qu'une fois et qui n'en ont rien à faire de vous. Les vrais commerciaux, faut pas croire, même s'ils parlent bien, même si, oui, ils ont une aisance relationnelle, mais ça veut pas dire derrière qu'ils inventent et qu'ils improvisent. Exactement. Dans le travail de commercial, et moi je donne des cours hein, aussi dans des business schools à des masters, et j'insiste beaucoup là-dessus sur tous les sujets que je porte. La préparation, c'est 80% de la réussite. Ouais. Alors au départ, ça demande beaucoup d'énergie, mais après, quand elle est faite, elle est applicable dans tous les domaines. Et en plus, le fait de préparer fait qu'on se l'approprie tellement fort qu'après, ça devient totalement naturel quand on en parle. Je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Une sorte de cadre référent sur lequel on peut se balader autour, mais dans tous les cas, on sait qu'il y a la trame qui est toujours là pour nous rattraper si vraiment, voilà, hein, c'est important et c'est, Exactement. voilà, Et ça en je plus, rejoins. on se l'est approprié à force. Donc, en Oui, fait, on c'est bien n'est naturel. même plus préparation, ça y est, c'est rentré et ça marche tout seul. Alors, merci. J'ai une autre petite question si j'ai encore le temps. Ah, avec Sauf, plaisir, Christophe. euh, on parlait des attentes de l'interlocuteur. Complètement d'accord avec ça aussi. Et Mm. c'est super de le souligner. Quand on connaît pas encore vraiment bien le métier de son interlocuteur. Donc là, du coup, je passe de l'autre côté. Euh, Est-ce Mhm. que, alors évidemment, je me renseigne sur les attentes de ces professions-là, mais je ne sais pas tout. Est-ce que ça se fait lors d'un pitch de lui donner la parole d'une certaine manière pour qu'il me fasse part de ses attentes sans, voilà, je sais, c'est une question pour le faire parler et Alors, il faut distinguer les besoins et les enjeux et objectifs. Les besoins, pour moi, c'est quelque chose d'opérationnel. En préalable, il faut identifier les enjeux et les objectifs. Les enjeux et les objectifs, c'est typiquement on a été Je coupé, vais Corinne. prendre un exemple. Corinne, Ah, pardon. ouais, Oui, ça a coupé à quel pendant deux moment? minutes, j'ai pas entendu ce que vous avez dit sur les enjeux objectifs. Excusez-moi. Ouais, tu peux D'accord. Alors, je répondre. disais, en fait, il y a les enjeux, les objectifs et il y a les besoins. Pour moi, c'est deux choses différentes. D'accord. Les enjeux et les objectifs, c'est quelque part, comme dit un enjeu, c'est ce que risque la personne si elle ne change rien. Et les besoins, c'est ce qu'elle doit faire d'un point de vue opérationnel pour pouvoir répondre à ces enjeux. Je vais donner un exemple. Imaginons une start-up très technique, d'accord, qui est en pleine croissance, qui a un produit qui est super, qui correspond bien à ce qu'il sait, mais elle est encore en période de test de son produit et elle a besoin d'avoir des retours permanents de ce qui se passe sur le marché pour pouvoir améliorer son produit et pour être surtout en phase avec ce qu'attend son marché. L'enjeu pour cette start-up, ce serait, vous avez besoin, enfin, votre enjeu, c'est d'être en adéquation avec le marché, c'est de valider que votre offre est en phase avec le marché, parce qu'on sait très bien que si ce n'est pas le cas, il ne vendra pas. Et le besoin, pour faire ça, vous avez besoin de faire une étude de marché, vous avez besoin de discuter avec les gens. Vous voyez, c'est la dimension opérationnelle derrière pour moi le besoin. Donc, Oui. je pense que, enfin, moi, après, c'est comme ça que je fonctionne. Je vous invite à remonter, si possible, au niveau des enjeux, ce qui n'est pas toujours facile, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Mais une fois que vous aurez défini les enjeux, tout le reste va aller tout seul, presque. Parce que, quelque part, la valeur ajoutée, vous allez justement la cadrer sur cette notion d'enjeu. Puisque c'est typiquement la valeur ajoutée, les enjeux. Alors, des fois, c'est difficile. C'est même souvent difficile quand on n'a pas l'habitude. Donc, moi, ce que je conseille, c'est
malheureusement de partir à l'envers parce qu'on a plus facilement le réflexe de bien identifier les besoins en disant, bah tiens, il a besoin d'un CRM pour faire ça, il a besoin de faire ça, il a besoin de faire ça. Donc, on a les besoins opérationnels. Eh bien, à ce moment-là, posons-nous la question, s'il n'avait pas ces apports opérationnels, que risquerait-il? Et à partir du moment où on a défini les risques, eh bien, on est sur les enjeux. De reprendre à l'envers quand on n'arrive pas à déterminer les enjeux directement. Et après, pour aller jusqu'au bout de ma réponse, je pense que là, l'outil, si on peut parler d'outil qui vous servirait, c'est ce qu'on appelle le persona. Tu me diras, Olivier, si tu es d'accord avec moi, mais le persona, c'est en fait définir des caractéristiques sur votre interlocuteur que vous allez cibler en fait pour vendre votre service. Donc le persona, on va définir quelque part son profil, sa fonction, son âge, etc. à peu près, ses enjeux, ses besoins opérationnels. Qu'est-ce qui fait qu'il passerait à l'achat? Qu'est-ce qui lui ferait déclencher son achat? Qu'est-ce qui pourrait le freiner à acheter? Et sur quel canot il se trouve, c'est-à-dire où je dois aller pour lui parler. Et si vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir faire votre discours différenciant, votre pitch, et vous saurez où les joindre, même au-delà des speed meetings. Ça te Ok. parle, Christophe, tout ça? Oui, 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 ça me parle. J'essaie d'imbriquer en même temps, de rendre tout ça opérationnel. Cette théorie qui est opérationnelle quelque part, mais effectivement, j'essaie de l'intégrer et de voir un peu comment je peux gratter ça et effectivement, quel est grosso modo, aussi, quel est le risque de pas faire appel à mes services, entre guillemets, ou qu'est-ce que je peux lui apporter de plus, enfin, Alors, c'est même pas forcément par rapport à votre service. C'est quel est son risque à ne pas faire appel au bon service. d'accord, Et après, c'est de lui montrer que le bon service, c'est vous. d'accord, Parce que le risque à dire, si je cherche à lui démontrer quel risque il a à ne pas travailler avec moi, vous allez rester centré sur votre offre ouais, et vous d'accord, allez oublier d'ouvrir le champ d'analyse. Et peut-être qu'il y a d'autres arguments à côté auxquels on n'a pas pensé, auxquels le client serait sensible. Il faut se mettre dans sa peau et essayer de deviner comment il raisonne. En fait, voilà, si je suis client, comment il raisonne. Et pas forcément des critères qui vous concernent, c'est son critère en général. ok. Après, ça veut peut-être même dire que finalement, s'il y a un des critères qui sont déclencheurs d'achat et que vous n'avez pas, ça veut dire que bah, peut-être falloir le travailler justement de votre côté, ce critère-là. Ok. Tu nous feras passer ton pitch, Christophe, quand tu seras prêt. Ouais, absolument, avec plaisir. Bon, en tout cas, Et puis alors, si vous faites la musique du film, dans le script à la fin, hein, vous mettez auteur Christophe Millois avec l'aide d'Olivier et Corinne. Ça nous fera plaisir de le voir dans le allez, script à la fin. je vais vous créditer à fond, avec plaisir. Excellent, excellent. Ok, ça marche. Bon, merci, ces réponses, c'est très précis et c'est vraiment très intéressant. Dans ta présentation, parce que j'ai quelques questions là sur les réseaux, mais ça reprend un peu ce que tu as vu dans la présentation, notamment sur la structure du pitch, etc. Donc, je ne sais pas si tu la partages après, mais en tout cas, je réponds en même temps aux personnes qui posent des questions, mais Mm. le replay Ben, moi, permet. je peux la partager. S'ils le Oui, veulent, voilà. Donc, ils me le demandent sur LinkedIn et je leur envoie ben sans voilà. Donc, si vous problème. voulez avoir la structure, vous pouvez envoyer un message directement à Corinne et Mm. elle se fera un plaisir de la partager. Sinon, en regardant cette vidéo en replay, vous allez retrouver Faut forcément. l'apprendre par cœur. Ouais, voilà. Non, mais tu as partagé la structure, etc. Mm. C'est super. Il est 17h45. Franchement, bravo. On a respecté le timing à la lettre. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres sujets que vous voudriez voir? Sinon, écoute, je propose qu'on en reste là. Ceux qui sont parmi nous dans le Zoom, c'est le moment. Sinon, écoute, ben, Corinne, un grand merci. Ben, de rien, Un avec grand plaisir. merci
Un grand merci pour cette Et n'hésitez pas à m'envoyer présentation. vos projets de pitch, hein. Faut pas que j'en ai 300, hein, parce que Non, j'arriverai non, non, pas. non, non. Mais si j'en ai quelques-uns, je peux jeter un petit coup d'œil et puis vous Mais répondre voilà. en vous disant, Aps, là, non, là, plutôt ça, quoi. Voilà. Mais oui, parce que tu as partagé à la fois une méthodo et avec quelques exemples que je trouve très intéressants. Donc pour ceux qui vont regarder cette vidéo en replay, bah, sentez-vous libre de nous partager quelques retours d'expérience. Et puis Christophe, là aussi, c'est pas sans toi libre, tu es obligé de nous partager ton pitch, hein. Attention, sinon je vais mal le prendre, Bon. Et puis il y a hein. Bon, des écoutez, témoins, hein, en plus, hein, et c'est enregistré, hein. c'est enregistré.